Un prix unique pour le pétrole. Aucune augmentation n'est prévue pour les 9 mois à venir. Le projet gouvernemental apporte une réponse humaine et médicale au drame de l'avortement, déclare Mme Veil au Sénat qui examine son projet de loi. Je n'ai pas peur de la mort, de toute façon je suis gagnant car j'ai vécu au moins 4 vies, disait Henri de Montfred, décédé hier à l'âge de 95 ans. Football, 2 clubs s'intéressent maintenant au joueur stéphanois Georges Beretta, Marseille et Nice. Le groupement des clubs professionnels examinera le dossier la semaine prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le président Giscard d'Estaing terminera demain soir sa visite dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Commencera alors à Fort-de-France la partie diplomatique de son voyage, c'est-à-dire 2 jours d'entretien avec le président des États-Unis d'Amérique. À ce propos, je disais au journal de 13 heures que les Américains estiment maintenant que les positions de Washington et de Paris sur la crise de l'énergie ne sont pas incompatibles. C'est ce qu'a confirmé cet après-midi le secrétaire d'État américain Kissinger. S'adressant à la presse à Bruxelles, il a dit « Nous allons nous rendre à la Martinique en nous disant qu'une solution est possible ». Solution aux différences qui pourraient exister. Nous ne croyons pas en principe qu'il y ait une contradiction entre la coopération entre consommateurs et un dialogue consommateur-producteur. En fait, nous croyons que la coopération des consommateurs doit précéder un dialogue avec les producteurs, de peur que les dialogues engagés sur des bases multilatérales ou bilatérales ne fassent double emploi. Into a repetition on a multilateral basis of the bilateral dialogues. Nous croyons qu'une solution est possible et que les 2 approches qui ne sont pas contradictoires peuvent donc être conciliées. And that the 2 approaches which are not contradictory can be reconciled. And I would like to point out. Je tiens à ajouter qu'à la conférence sur l'énergie à Washington, les États-Unis ont proposé qu'une coopération entre pays consommateurs soit suivie d'un dialogue consommateur-producteur. En bref, nous allons à la Martinique en pensant qu'une solution est possible, dans l'intérêt commun de tous les consommateurs, je dirais même dans l'intérêt commun aussi bien des consommateurs que des producteurs. Une visite de l'île de Marie-Galante, 511 ans après Christophe Colomb. Il a ensuite reçu les journalistes pour leur faire part de ses réflexions sur son voyage en Guadeloupe, avant de se rendre dans un village de la côte Est pour déjeuner avec des pêcheurs et de partir dans l'après-midi pour la Martinique. Tout de suite, le reportage de nos envoyés spéciaux sur la 2e journée du président aux Antilles. Marie-Galante avec son chef-lieu Grandbourg. Grandbourg qui avait un air de fête aujourd'hui pour accueillir le président de la République. Je veux être pour vous un président de changement, c'est-à-dire donner son plein sens à 2 mots. D'abord le mot d'égalité. La France qui a été, vous le savez, un pays révolutionnaire, puisque c'est celui qui a introduit le premier l'idée d'égalité et qui vous a donné ici, dans cette région des Caraïbes, des droits politiques avant tous les autres. Eh bien, je veux que les Français d'Amérique que vous êtes se sentent fiers de l'être et que lorsque demain ils circuleront parmi les régions voisines, ils aient le sentiment d'être des citoyens d'avant-garde dans un pays avancé. Et donc l'égalité qui est la vôtre, c'est une égalité à laquelle je veux que du temps de mon mandat, on donne son plein sens. Et je veux également le développement économique des Antilles. Il y a une population très nombreuse et il y a une population très jeune, qui est d'ailleurs très sympathique dans son immense majorité. Et je dirais même, monsieur le maire, dans sa totalité, parce que, étant un homme libéral, j'accepte l'expression de toutes les opinions, à condition que ce soit l'opinion de la majorité qui l'emporte. Et je sais que l'opinion de la majorité, c'est de rechercher son progrès, son développement dans le cadre français. Vous n'êtes pas des Français avec un point d'interrogation.
que l'on vient interroger perpétuellement pour savoir si vous l'êtes encore. Vous l'êtes depuis 300 ans, et ceci ne doit pas être remis en cause. Ainsi s'achevait donc cette visite présidentielle en Guadeloupe. Pour le chef de l'État, il l'a souvent répété, s'il est venu aux Antilles, c'est pour tenir la promesse qu'il avait faite lors de sa campagne électorale. Mais en Guadeloupe, Valéry Giscard d'Estaing, on l'a vu notamment à Marie-Galante, aura essentiellement parlé de la départementalisation économique et des inégalités, séquelles encore du colonialisme. L'accueil des Guadeloupéens était généralement très chaleureux et coloré, à une exception près cependant, Pointe-à-Pitre, où des partisans de l'indépendance des Antilles ont débordé le service d'ordre et pris littéralement à partie la voiture du chef de l'État. Réaction de Valéry Giscard d'Estaing, la majorité des Guadeloupéens étaient venus là pour m'appuyer. Le fait qu'on puisse brandir des pancartes prouve bien que le président de la République est un libéral. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup entendu parler, dans les municipalités communistes qu'il a traversées hier, des problèmes économiques et sociaux des Antilles. Et pour le maire de Basse-Terre, communiste lui aussi, il faut s'attaquer avant tout au chômage, un chômage dû en grande partie, selon lui, à la rapidité du progrès. Notre économie présente ce caractère paradoxal. Toute recherche de progrès se traduit par l'aggravation des conditions de vie des masses travailleuses. Ici, le progrès écrase l'homme. C'était hier la modernisation du port, entraînant la mise en chômage sans aucune préoccupation de reconversion de 300 des 800 dockers de la région. C'est aujourd'hui la containerisation, portant suppression de cette profession. À la vérité, il s'agit de décisions de technocrates que les problèmes humains intéressent peu ou pas du tout. Pour cette compagnie, la Guadeloupe demeure un comptoir et le profit sa seule raison d'être. Avant de quitter la Guadeloupe pour la Martinique il doit arriver dans quelques instants et qu'il sera sa deuxième étape qui va représenter les Antilles. Valéry Giscard d'Estaing a déjeuné au Moule, petit village de pêcheurs, puis il a tenu une conférence de presse, laquelle précédera le discours programme très attendu de la place de la Savane à Fort-de-France. Un nouveau prix a été fixé pour le pétrole. Il restera inchangé pendant 9 mois. Il s'agira d'un prix unique. Ce sont les 3 importantes décisions prises cet après-midi à Vienne par les pays producteurs membres de l'OPEP. Pour les experts, le nouveau prix du pétrole est de 10,46 $ le baril. C'est le prix qui avait été fixé il y a 1 mois à Abu Dhabi par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Pour les compagnies qui possèdent des concessions dans les pays producteurs, il est en augmentation de 3,5% sur celui qui avait résulté de la dernière réunion de l'OPEP en septembre. Pour les compagnies qui achètent directement aux États, il est au contraire en légère diminution. L'incidence sur les prix des produits pétroliers en France sera faible. Deuxième décision prise aujourd'hui, le nouveau prix du pétrole restera inchangé jusqu'à la prochaine rentrée de septembre. Les pays producteurs renoncent à toute indexation, c'est-à-dire à toute hausse destinée à tenir compte de l'inflation mondiale. C'est donc la trêve sur le front des prix, une trêve durant laquelle les pays membres de l'OPEP prendront le contrôle de toutes les compagnies étrangères opérant sur leur territoire. C'est le cas de l'Aramco en Arabie Saoudite. Troisième décision, le prix unique. Elle aura l'avantage de rendre plus clairs les comptes des compagnies. Désormais, les gouvernements des pays consommateurs connaîtront les prix réels auxquels les compagnies achètent le brut. Cela répondra à l'une des plus importantes accusations du rapport parlementaire qui vient d'être publié en France sur les compagnies pétrolières. L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi d'orientation en faveur des handicapés. Nous en parlerons dans un instant. Au Sénat, Mme Veil, le ministre de la Santé, a présenté, pour le texte sur l'interruption volontaire de la grossesse déjà voté par les députés, a présenté ce texte. Le rapporteur du projet, M. Mézard, y est favorable. Il souhaite le remboursement des interventions par la Sécurité sociale. Vous avez pu l'entendre, ainsi que Mme Veil, au cours de notre édition de 13 h. Refuser le texte sur l'avortement ne résoudra rien, c'est l'idée qui s'est dégagée du rapport présenté par le docteur Jean Mézard. D'ailleurs, le projet de loi, a-t-il dit, n'autorise pas l'avortement, il le contrôle. Ministre de la Santé Simone Veil a dit l'important est que la loi soit applicable et que l'avortement soit un ultime recours. Madame Veil est sûre que si la loi est votée, cela n'entraînera pas de désordre dans les mœurs. Son intervention a été très applaudie.
Puis, partisans et adversaires ont pris la parole, parmi eux des médecins comme le professeur Jacques Henriet, adversaire résolu de l'avortement qui dit « La femme est libre de disposer de son corps, mais pas de l'embryon qu'elle porte, maillon de la grande chaîne de l'évolution ». André Aubry, communiste, a demandé le remboursement par la sécurité sociale. Pierre Carousse, UDR, a annoncé que son groupe ne donnerait aucune consigne de vote. Pierre Marcilassi, non inscrit, il n'est de bonnes lois que celles qui ont pitié des hommes. Demain, fin du débat avec vote en fin de journée. Attendu depuis de longs mois, le projet de loi en faveur des handicapés est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par René Lenoir, secrétaire d'État à l'action sociale. L'amélioration du sort du handicapé devient avec cette loi une obligation nationale. Elle donne aux intéressés, et ils sont 2 millions en France, un certain nombre d'avantages et de droits. Pour les plus jeunes, droit à l'éducation. Placés en établissement agréé, ils seront pris en charge à 100%. Ceux qui ne seront pas placés auront droit à une allocation d'éducation spéciale qui pourrait être doublée en cas de prestations coûteuses. Pour les adultes, la loi prévoit un minimum de ressources garanties qui libère le handicapé de la dépendance de ses parents, 6 300 francs par an. Ceux qui peuvent travailler seront payés en milieu ordinaire au niveau du SMIC, en milieu protégé 90% du SMIC, dans les centres d'aide au travail 60 à 70% du SMIC. Pour favoriser l'insertion sociale des handicapés, des aides seront accordées aux entreprises publiques ou privées pour l'aménagement de postes de travail. C'est une loi de justice, de progrès social. Elle ne résout pas tous les problèmes. 200 amendements ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dire que ce débat sera décisif. Le vote devrait intervenir dans la nuit. Le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, a présidé ce matin à Metz une cérémonie pour le 30e anniversaire de la création des compagnies républicaines de sécurité, communément appelées, comme vous le savez, CRS. Pour M. Poniatowski, l'une des aspirations les plus profondes de notre temps est celle de la sécurité. Et le maintien de l'ordre, a-t-il dit, est capital dans un régime démocratique. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a parlé du malaise de la police. Il n'y a pas de malaise dans la police. Il y a des problèmes, comme dans toutes les professions, et des problèmes qui sont justifiés et qui méritent une étude de mes services. J'ai donné des instructions à mon cabinet pour recevoir l'ensemble des associations et des syndicats représentant les policiers et pour voir avec eux ces problèmes qui très normalement se posent. La vie est une évolution permanente, il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de conditions de travail, il y a des problèmes même de loisirs. Et ces différentes questions seront examinées avec les associations. J'ai d'ailleurs donné les instructions pour qu'on réunisse la commission technique paritaire, qui n'avait pas été réunie depuis assez longtemps, de manière à ce qu'une confrontation d'ensemble se fasse sur les différents problèmes qui se posent à la police. Et je présiderai moi-même la séance d'ouverture de cette commission et je recevrai, après les réunions d'études, les différentes associations et syndicats pour examiner avec elles les mesures à prendre. Dans la fonction publique, ouverture cet après-midi des négociations sur les traitements et le pouvoir d'achat pour 1975. Gabriel Perronnet, le secrétaire d'État, s'est entretenu avec les 7 fédérations syndicales des fonctionnaires. D'autres rendez-vous suivront. Par ailleurs, à la SNCF et à la RATP, les négociations de salaire toujours pour 1975 doivent s'ouvrir la semaine prochaine. Le comité directeur du Centre démocrate s'est tenu aujourd'hui à Paris. Il a décidé d'appeler le Centre Démocratie et Progrès à un rapprochement pour faire un nouveau parti d'union de centre-gauche. Dans cette majorité, il est nécessaire qu'apparaisse un grand parti d'union centriste populaire, enraciné dans le pays, ayant des militants, des sections, des structures. Nous existons et nous réalisons ces conditions, mais véritablement, quand je vois le CDP dont rien ne nous sépare, car nous avons été nourris au même lait, nous avons les mêmes objectifs, nous appartenons au même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, alors je dis que tout naturellement, nous sommes destinés à resserrer nos liens de la façon la plus étroite possible. Un nouveau secrétaire général pour la FEN, la Fédération de l'éducation nationale.
André Henry, 40 ans, succède en effet à James Maranger, que vous voyez actuellement sur ces images. Il détenait depuis 8 ans le mandat de secrétaire général. À l'ORTF, après la grève générale qui a entraîné hier l'application du service minimum, des arrêts de travail se sont poursuivis aujourd'hui par secteur et par profession, mais aucun nouveau préavis de grève n'a été déposé pour cette fin de semaine. De leur côté, les journalistes en grève tenaient en fin d'après-midi une assemblée générale pour examiner la situation après la publication de la liste des journalistes pigistes permanents affectés dans les nouvelles sociétés et pour décider en conséquence de la suite à donner à leur mouvement. Enfin, M. Rossi, porte-parole du gouvernement chargé de la réforme de l'Office, a reçu cet après-midi les délégués syndicaux de l'ensemble du personnel. Le ministre a abordé avec eux 2 points particuliers, le problème du reclassement des agents de l'ORTF et celui du recyclage ou de la reconversion des agents non affectés dans les nouveaux organismes et susceptibles d'occuper des emplois vacants. Je suis parti non pas pour avoir des aventures. Je considère que l'aventure est un accident. Tâché toute ma vie de l'éviter. Mais simplement pour changer sous d'autres cieux, comme on dit dans la chanson. Cet homme, c'est Henri de Montfred. Cet aventurier de la mer Rouge, comme on l'appelait, est mort la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Un seul mot résume sa vie, l'aventure. Il n'a cessé de parcourir le monde en faisant tous les métiers. Pêcheur de perles, trafiquant d'armes et de drogue, agent secret entre autres. De quoi devenir écrivain et de signer plus de 20 livres de souvenirs. À 30 ans, il abandonne un emploi de chimiste, achète un bateau et devient pêcheur de perles sur la côte des Somalies. C'est le début de la grande aventure, aventure qui durera près d'un demi-siècle. Henri de Montfred est mort bêtement dans son lit comme tout le monde. Joseph Kessel, un autre aventurier, parle de lui. Ce matin, Henri de Montfred est mort, Joseph Kessel. C'était votre ami. Oui, et un ami unique, parce qu'il était lui, Henri de Montfred, un homme d'un autre temps, d'un autre monde, on peut dire d'une autre dimension, et avec lui s'en va, pour moi, toute cette époque, tout ce que nous avons fait ensemble, et tout ce qu'il avait fait avant que je le connaisse, parce qu'il avait 20 ans de plus que moi, et que ça se perdait vraiment dans l'ombre du 19e siècle, presque. Vous avez vécu 1000 aventures avec lui. Quelle est la plus significative pour vous? Eh bien, je l'ai connu et je voyageais avec lui de Marseille à Djibouti parce que je faisais un reportage sur les marchés d'esclaves en Éthiopie, au Yémen, et que j'avais eu la chance de le connaître, que c'était une clé extraordinaire. C'était plus de l'exploration que du reportage. Alors il devait nous retrouver au sud du lac Assal, qui était un immense lac salé, et qui servait, on découpait des briques de sel qui servaient d'étalons pendant longtemps, d'étalons de la monnaie. Et alors quand je l'ai vu, parce que nous n'avions plus rien, plus de nourriture, plus de guide, et quand je l'ai vu avec son turban, détacher son turban et faire un grand signe, je suis là, et que les gens de la caravane ont crié avec enthousiasme Abdelhaï, parce qu'on le connaissait sous son nom arabe, Abdelhaï. Il s'était converti à l'islam, il s'était fait circoncire dans des conditions horrifiantes à l'âge de 35 ans, et quand je te dis, quand j'ai vu ce turban qui s'agitait, ça a été une des grandes minutes de nos communes aventures. Henri de Montfred souhaitait-il mourir de cette façon, c'est-à-dire d'une façon paisible finalement, chez lui en France? Sûrement, c'est une chance que je voudrais bien avoir, et lors d'une de nos dernières entrevues, il m'a dit « je ne suis pas pressé de mourir, mais quand ça arrivera, je serai vraiment satisfait, parce que je ne peux plus me faire à la vie moderne, enfin, à tout ce bruit, à tout ce mouvement, à ces constructions affreuses et à toute cette pollution, pas seulement matérielle, mais d'après lui morale. Et je suis sûr que s'il a eu conscience de passer de l'autre côté, et ça a été avec un grand soupir de soulagement.
Ski, l'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermeier a remporté cet après-midi le slalom de Cortina d'Ampezzo. L'Autrichienne Anne-Marie Preul, première de la descente et quatrième du slalom, a remporté pour sa part le combiné. La meilleure française a été Fabienne Serra, deuxième du slalom. Football, le président de l'association sportive de Saint-Étienne, Roger Rocher, a donné hier soir sa démission. C'est un nouvel épisode de ce que l'on peut appeler l'affaire Beretta. D'autres détails. Oui, c'est une affaire qui passionne tous les amateurs de football. Les propos du président de Saint-Étienne, M. Rocher, ont été virulents hier soir au cours de sa conférence de presse. Il a parlé d'une opération de chantage dont nous avons été, a-t-il dit, je cite, les témoins et les victimes. Il s'en est pris aux journalistes à qui il a reproché certaines paroles et certains écrits. Beaucoup de choses ont en effet été dites et écrites à propos du transfert de Georges Beretta à l'Olympique de Marseille. Des choses plus ou moins déplaisantes, il est vrai, mais les intéressés eux-mêmes n'ont-ils pas provoqué cette situation dans laquelle on parle davantage de millions que de football? Le contrat qui doit lier Georges Beretta à l'Olympique de Marseille est signé, mais pas encore homologué par le groupement des clubs professionnels qui l'étudiera la semaine prochaine. Pour M. Fernand Méric, président de Marseille, tout a été fait régulièrement et aucun doute ne doit être pris en considération. Je crois que l'on se pose beaucoup de questions. On oublie quand même une chose, c'est que si nous sommes au milieu du classement sur le plan sportif, nous sommes quand même en tête des recettes et de loin à Marseille par rapport à tous les autres clubs français. Je prendrai comme exemple simplement que Marseille a fait à lui tout seul presque ou pratiquement autant de recettes que les 5 clubs qui sont en bas du tableau. Nous avons donc une situation privilégiée grâce à cela, grâce aux supporters qui sont derrière nous, qui sont avec nous, qui nous font confiance. Et quand on le réalise, 100 millions de recettes entre le 10e et le 14e, comme ça a été le cas pour OM Monaco, eh bien cet argent est dans les caisses. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Le mettre dans notre poche, le gaspiller ou essayer au contraire de compléter l'équipe? C'est notre rôle de gestionnaire. Notre comité de gestion est très attentif à une parfaite orthodoxie de nos finances et c'est pour cela que nous ne prenons des engagements que nous pouvons tenir avec l'argent que nous avons su faire rentrer dans les caisses et il n'y a rien d'étonnant à cela. Pourquoi Marseille ne pourrait-il pas lui aussi recruter des bons joueurs et essayer de former une grande équipe? Eh bien, cette affaire, elle commence à devenir très compliquée parce qu'on ne veut pas regarder les choses bien en face. Il semble que, actuellement, ce soit une question de procédure qui soit en cause. Et, à notre avis, si vous voulez, la procédure n'est pas respectée, ce qui fait que, très certainement, la commission juridique va devoir repousser l'homologation de ce contrat qui n'est pas conforme sur 2 points. Le montant de l'indemnité de résiliation qui semble plus élevé que prévu et le salaire du joueur qui est au-dessus du plafond fixé. Qui ne veut pas regarder les choses en face? Monsieur Méric, les gens de Saint-Étienne, Monsieur Rocher, Beretta lui-même, vous? Non, ce n'est ni les uns ni les autres. Si vous voulez, c'est une question de procédure dans l'homologation. Il faut que le groupement du football professionnel homologue ce contrat. Il ne va pas être recevable dans la forme. Il faudrait qu'on convoque une commission tripartite dans laquelle il y a le groupement du football professionnel, les joueurs et les entraîneurs qui sont sous l'autorité de la fédération et qui décident de la dérogation à donner pour que ce dossier soit recevable en la forme et qu'il soit homologué. Le club de Nice est également intéressé par Beretta. Qui va trancher? Beretta à Marseille ou à Nice? Ah bien, c'est Beretta qui tranche. C'est Beretta, dans la mesure où les 2 clubs offrent le maximum de l'indemnité prévue, le joueur choisit le club qu'il préfère. Donc ça sera à Beretta de poser la question. Deuxième journée de la visite du président de la République aux Antilles. M. Giscard d'Estaing a quitté la Guadeloupe à 19h25. Il vient d'arriver à la Martinique. Il se trouve en ce moment même à Fort-Saint-Louis, place de la Savane, où nous allons le retrouver en direct grâce au satellite de télécommunication. Et nous allons sans doute pouvoir entendre son discours. À vous, la Martinique. Ici, en effet, la place de la Savane à Fort-de-France. Fort-de-France où il est actuellement un peu plus de 15 heures. Fort-de-France où règne une atmosphère de fête, où nous nous trouvons en direct et où la population, extrêmement nombreuse, vous le constatez, attend dans une ambiance chaleureuse et colorée l'arrivée du chef de l'État. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a en effet quitté la Guadeloupe il y a un peu plus d'1 heure, après une visite dans un petit village de pêcheurs près de Pointe-à-Pitre. Il doit prononcer, dans quelques instants, sur cette place où il n'est pas encore arrivé, sa seconde grande allocution du voyage aux Antilles, après celle prononcée hier à Basse-Terre en Guadeloupe.
Hier, M. Valéry Giscard d'Estaing a présenté en Guadeloupe les grands principes de la politique qu'il entend mener dans les départements et territoires d'outre-mer. Dans quelques instants, il devrait ici, sur cette place de la Savane, préciser quels moyens il entend mettre en œuvre pour réaliser cette politique. Cette place de la Savane, vaste esplanade située en bordure de mer, c'est le véritable cœur de la capitale martiniquaise. C'est là notamment que se dresse la statue de Joséphine de Beauharnais, l'enfant le plus célèbre du pays. C'est là aussi que se trouvent la plupart des bâtiments publics de Fort-de-France. Ces images que vous voyez en direct par satellite en témoignent. Une grande partie de la population de Fort-de-France, qui compte au total un peu plus de 120 000 habitants, attend toujours ici l'arrivée du président Giscard d'Estaing, dont vous venez d'apercevoir l'hélicoptère, qui devrait donc arriver dans quelques minutes ici sur cette place de la Savane. Monsieur Giscard d'Estaing qui ce matin, au cours d'une conférence de presse, s'est félicité de la sincérité, de la spontanéité et de l'enthousiasme de l'accueil que lui a réservé depuis son arrivée la population antillaise. Je pense que M. Valéry Giscard d'Estaing devrait arriver dans 2 ou 3 minutes. Il prononcera ensuite, après avoir passé en revue les troupes qui se trouvent sur la place de la Savane, un important discours, un discours dont je pense vous pourrez suivre l'essentiel au cours de nos prochaines éditions. Ici donc la place de la Savane, dans une ambiance colorée, dans une atmosphère extrêmement chaleureuse, dans une ambiance de fête populaire, la place de la Savane, où l'on attend toujours le chef de l'État. Oui, j'étais un peu en avance tout à l'heure lorsque je disais que M. Giscard d'Estaing était déjà arrivé place de la Savane. Son discours sera donc retransmis au cours de notre prochaine édition d'information, c'est-à-dire demain à 13h. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée.